Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo que ce le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, je poursuis encore sur l'année 2012. Normalement, ça peut commencer avec Elimination Chamber 2012, mais comme vous le savez précédemment, j'avais dit que je ne l'avais pas, et que peut-être que j'en m'en rachèterais. Mais pour l'instant, je me concentre sur un gros événement. Hein, pourquoi pas? Le gros événement WrestleMania 28. Avec l'affiche et l'affrontement Once in a Lifetime entre John Cena et The Rock. Comme j'ai dit, ça aurait dû être 12 in a Lifetime. Et l'affrontement End of the Era entre Triple H et l'Undertaker avec Shawn Michaels, son arbitre spécial. Bref, il y a de quoi d'avoir un excellent WrestleMania. Voilà, il y a tout, les photos et images. Les moments spéciaux, avec les Hall of Fame, etc. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont écrits, mais on va voir ça ensemble. Je sais que vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur. Ah, ils sont derrière. Allez, viens par là. Ah, voilà. Et là, le Rock qui fait un rock bottom sur John Cena. Alors, le moment du Hall of Fame. DVD exclusif spécial. The Rock de Green One. Kevin Kelly, interview Rocky Maivia. Ah, ça c'était des moments spéciaux. Ouais, des moments spéciaux. D'accord. J'aurais jamais cru savoir ça un jour, mais on va citer, on va citer ça. Donc oui, ça c'est quand il débutait au Survivor Series 1996, le 17 novembre 1996, justement. Et il commence à faire impression et il était le dernier survivant. D'accord. D'accord. Là, je vois qu'il y a la conférence de presse pour WrestleMania 28. Et c'était le 28 mars 2012. Donc, si je ne me trompe pas, pour le WrestleMania 28, c'est le 1er avril. Et que là, il nous hype la conférence de presse pour WrestleMania 28. Bien sûr, c'était à Miami, en Floride, chez The Rock. Il y avait l'interview de Triple H, de John Cena, de The Rock. Je crois qu'il n'y a que ça. L'histoire entre Triple H et Undertaker, vu comment ils vont mettre fin à leur rivalité. Ils vont mettre fin à leur rivalité, même si on sait qu'après ils vont remettre ça en 2018. Voilà, on n'est pas si bête que ça. Voilà. Donc ça, c'est parmi les bons moments. Hein. Donc là, le Rock contre Triple H, le 25 mai à Raw 1998. Je sais pas si je l'ai déjà noté celui-là, mais il me dit quelque chose. Il me dit vraiment quelque chose celui-là. Oh bon sang. Mais tout ce que je sais, on va dire que c'est victoire de The Rock. Hein, sur un rock bottom ou alors un Pipo's elbow et qui bat Triple H justement. Ah, il y a tellement de matchs de The Rock et Triple H que j'en compte même plus. Hein. Donc, je ne sais pas si je pourrais le noter ou... C'est pas grave. On va dire, je vais quand même le noter. On sait jamais parce que, faut dire maintenant, je suis troublé de mémoire à force d'avoir les mêmes matchs en tête. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Pour ça, je lui mets un 3,60 entre Triple H et The Rock. Et là, le Rock contre Kane, le 14 septembre 1998. D'accord. Celui-là, je ne sais pas si j'ai déjà noté aussi, mais tout ce que je sais,
Kane a voulu se débarrasser vite fait de The Rock avec un Chokeslam ou un Tombstone, mais faut pas trop enterrer The Rock, car c'est lui qui nous enterre et qui nous foudroie. Donc, un Rock Bottom, People's Elbow. Je pense qu'il remporte avec un Rock Bottom. Il remporte avec un Rock Bottom, et ce match-là, 3,40 entre The Rock et Kane. Et là, c'est quand il gagne le Royal Rumble de manière controversée. Et c'était le 23 janvier en 2000. Donc oui, il remporte le Rumble. Alors que le Big Show l'avait sous les épaules, mais c'est le Big Show qui passe par-dessus la troisième corde. The Rock aussi, hein, mais c'est le Big Show qui atterrit les pieds au sol et qu'on ne voit pas très bien, mais The Rock aussi, il touche peut-être sur la pointe des pieds le sol. Et pourtant, c'est quand même lui qui remporte le Rumble. C'est quand même lui. Donc, c'est quand même victoire de The Rock. Et ce match-là en description. Ensuite, The Highlight Reel. D'accord. Un Raw le 2 juin 2003. Ça, c'est quand Jericho invite The Rock. Et il y avait aussi comme invité Hurricane. Donc, c'était là où le Rock était en mode Hollywood, très arrogant. Quelqu'un qui prend de haut les gens en les prenant pour des abrutis, tout ça. Eh ben, si je me trompe pas, je crois qu'il allume Hurricane et que il y a Stone Cold qui intervient, je crois. Ah, c'est fort possible, hein, c'est fort possible, mais voilà, j'ai pas d'autres choses en tête, si ce n'est que j'ai cité ça. Maintenant, ben, je passe directement au Hall of Fame, car je vois qu'il n'y a pas... Ah, il n'y a pas énormément de bonus, mais voilà. Donc pour le Hall of Fame, on a le premier intronisé. Celui qui va se faire introniser par JBL, Ron Simmons, vu comment ils ont fait partie dans APA ou Accolade. Ou encore The Ministry of Darkness, la corporation de Monsieur McMahon, The Ministry Corporate, voilà, ce que vous voulez. Ça a été, on va dire, l'une, on va dire, des équipes les plus rudes à la WWE. Voilà. Ensuite, Mil Mascaras. Je crois que Mil Mascaras, il va se faire introniser par Alberto Del Rio. Ouais, son propre neveu, ben, il intronise son oncle. Donc, Mil Mascaras, c'est celui qui a beaucoup de masques. Et c'est pas pour rien qu'il se fait appeler Mil Mascaras, parce que il possède 1000 masques de différentes couleurs, de différentes formes, je crois. Et chacune avec un Kenobi spécial pour un masque. Ce qui est très rare, en tout cas. Je pense pas qu'il a déjà catché à la WWE. Ah ben oui, au moment où je dis ça, je me dis, c'est fort possible qu'il ait sûrement catché à la WWE. Vu comment j'avais appris dans Clash of the Champions de la WCW qu'il a déjà catché à la NWA, WCW, et que à la WWE, c'est peut-être dans les années 80. Ah, c'est fort évident, c'est fort probable qu'il est sûrement allé. Et après, ben, tout simplement, ben, la faction légendaire, ce groupe de 4 ou 5 hommes, et vous les connaissez très bien. Donc, Ric Flair, le membre original. Barry Windham, qui faisait aussi partie, même s'il manque Holly Anderson, Lex Luger, Sid Vicious. Mais ceux-là, ils sont pas, on va dire, dedans. Donc, il y a que Ric Flair, Barry Windham, Tully Blanchard, Arn Anderson et Gigi Dillon. Donc oui, ces 5 hommes, les Four Horsemen, ils sont tous intronisés. Et d'ailleurs, à ce que j'ai remarqué dans l'intronisation, non, c'est pas ça, dans le temple de la renommée où les gens sont habillés costumés, eh ben il y a les enfants des Four Horsemen. Il y a notamment les enfants de Ric Flair,
Je crois qu'il y avait David et Ashley Fleer. Donc, si vous savez pas qui c'est Ashley Fleer, je vous l'avais peut-être déjà dit, c'est Charlotte Flair. Et David Flair, eh ben, c'est le fils du Nature Boy, qu'il a déjà combattu à la WCW. Et que même elle est apparue à la WCW, mais pas en tant que catcheuse, en tant que fille normale, quoi. Donc, elle était normale où elle a commencé à débuter, mais elle a quand même, on va dire, mis un pas dans le monde du catch. Et ça, ben, on le sait déjà tous, il y en a qui le savent pas, mais maintenant vous le saviez. Il n'y a pas que les enfants de Ric Flair, il y avait aussi le fils de Arn Anderson, oui, celui qui se fait appeler Brock Anderson. C'est pas un hommage à Brock Lesnar, mais il a mis Brock, tout simplement. Et pour Tully Blanchard, il y avait ses filles, je crois. Moi, celle que je connais le plus, c'est Tessa Blanchard. Donc elle aussi, elle a insisté à l'intronisation de son père au Hall of Fame. Et que, si je crois bien, elle va commencer à s'y intéresser au catch, Tessa Blanchard. Elle va commencer à s'entraîner du côté de la NXT, où elle va commencer à jobber. Et je crois que l'une de ses derniers matchs et apparitions, c'était face à Nia Jax. Et après, ben, elle va catcher dans du catch féminin indépendant, dans circuit indépendant, notamment à la WCPW en Angleterre. Elle va aussi catcher au Japon du côté de la Stardome, à la AAA du côté du Mexique. Non, sinon, elle va quand même pas mal catcher aux États-Unis, hein. Comme la WOW qu'elle catch actuellement, la Shine Wrestling. Il y a quoi encore comme structure de catch aux États-Unis? Oh là là, il y en a tellement, hein, il y en a vraiment tellement, mais je peux pas, on va dire, trop en citer, sinon j'en sais beaucoup trop. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a percé à Impact. Voilà. Elle a fait, on va dire, son succès à Impact, pardon, et pas Impact. Donc à l'Impact, eh ben, elle a remporté le titre féminin et surtout le titre masculin, alors que c'est une femme. Et aujourd'hui, elle catch actuellement dans l'indie. Elle aurait pu signer à la WWE ou à la AEW, mais peut-être que la WWE et la AEW ne s'intéressent pas du tout à elle. C'est ce qui est dommage. Mais bon, en tout cas, on a eu des apparitions des enfants des Horsemen, donc ils se font introniser. Après, ben, Mike Tyson, il se fait introniser. Je ne sais pas s'il se fait introniser par Stone Cold Steve Austin. Ah, c'est possible, hein, c'est fort possible qu'il se fait introniser. Mais oui, il a été se faire introniser. Après, ben, Yokozuna, je crois que c'est la famille de Yokozuna qui est partie l'introniser. Et après, il ne reste plus que Edge, qui se fait introniser par son meilleur ami de longue date, Christian. Donc oui, après avoir quitté le monde du catch, il se fait introniser. Et aujourd'hui, ben, il catch à nouveau. Donc il aura, on va dire, marqué l'histoire du catch à son empreinte. Même si elle a été un peu, on va dire, arrêtée d'un coup prématurément. Mais heureusement qu'il en est revenu et il est 100%, même s'il ne catch pas tous les jours. Ça, je le reconnais, mais voilà, du fait que sa présence nous fait sursauter et nous faire kiffer, ben, j'aime bien quand c'est au sujet du kiff. Voilà. Maintenant, je passe à la carte principale. Tout d'abord, je vais aller chercher mon téléphone. Donc, attendez, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Maintenant, je poursuis. Alors, tout d'abord, un match qui figure dans le kick-off. J'allais dire qu'il figure pas sur la carte, mais il figure dans le kick-off. Je vais vite trouver ça. Primo et Pico, accompagnés par Rosa Mendes, contre Justin Gabriel, Tyson Kidd et contre les Usos, que vous connaissez, Jimmy et Jay. Pas besoin de vous les présenter, pour les titres par équipe. Donc c'est un match tag team triple menace. Ouais. Donc il est marqué le 1er avril 2012.
Et que l'autre que j'avais cité, ben, c'était la conférence de presse. Donc au moins, on n'aura pas dit que je me trompe de date. Sachez qu'au moins, on ne m'aura pas dit ça. Car j'essaye de mieux retenir les choses. Donc pour les Usos, c'est pas encore leur heure de gloire pour devenir champion par équipe. Vu comment ils seront en galère pendant... je sais bien qu'ils ont commencé en 2010-2011. Et qu'ils vont devenir champions en 2014, je crois. Et après, ben, ça va pas s'arrêter pour les Usos. Mais que là, leur heure de gloire n'est pas sonnée. Justin Gabriel et Tyson Kidd, ben, ça va pas sonner non plus. Donc c'est Primo et Pico qui conservent leur titre. Avec ce match-là, ben, je vais mettre 3,10. Je suis un peu, on va dire, sceptique, mais voilà, c'est pas, on va dire, le plus extravagant et le plus fou dans ce WrestleMania, quoi. Voilà. Donc maintenant, je passe à la carte justement principale. Donc ici. Donc Lilian Garcia chante American of the Beautiful. Donc voilà, tout simplement, il y a le petit clip. Et après, feu d'artifice. Les gens sont très bien accueillis. Malgré qu'il faisait beau au début, maintenant, ben, il fait un peu gris dans l'arène. Et pourtant, la nuit, il va peut-être chauffer, je pense. Et qu'on démarre fort avec le titre du monde poids lourd qui est en jeu. Donc entre Sheamus face à Daniel Bryan, et qu'il était accompagné par AJ Lee. Donc oui, il y aura, on va dire, un petit coup de bouche, un coup de gueule si vous voulez, et que c'est là où Daniel Bryan, il perd son titre en 18 secondes. Vous vous y trompez pas. Si vous n'avez pas ce pay-per-view là, vous devez sûrement le connaître, ou alors si vous avez vécu à cette époque-là, et que vous vous rappelez comme si vous aviez participé, n'hésitez pas à le dire, quoi. Mais moi, en tout cas, quand j'avais entendu les résultats lors de Raw ou de SmackDown, je me rappelais que c'était un genre de choc, mais inattendu. Donc, en gros, la cloche sonne. Daniel Bryan arrête... enfin, il veut pas encore combattre, car tout d'abord, il souhaiterait embrasser AJ Lee. Et malheureusement, il aura fait une erreur, car Sheamus, il lui fait un Brogue Kick, et il fait le tomber, et il remporte le titre. Donc, nouveau champion, Sheamus. Ce match-là, il est très très court. Je sais pas si je pourrais lui mettre... Ce serait un peu méchant de mettre un peu plus bas, mais... Faut dire, il s'est rien passé, à part une grosse prise, un tombé, et c'est tout. Peut-être 3,20, malgré que ça a été rapide. Ah, j'hésite vraiment. Mais peut-être, on va dire ça peut-être, que je lui mets un 3,20. Et que, soi-disant, c'est Daniel Bryan qui s'est fait enterrer par Sheamus. J'ai un petit peu du mal à croire, malheureusement. J'ai un petit peu du mal à croire, pour être honnête. Ensuite, le Miz se motive avec la team Johnny, donc l'équipe de John Laurinaitis. Vous savez au moins qui c'est. Et qu'on passe déjà... Attendez. Ouais, Randy Orton contre Kane. En match simple. Ce match, je l'attendais pas du tout. Surtout en venant des deux hommes. Faut dire, il y a une petite rivalité qui est assez courte, mais pas si intéressant que ça, malheureusement. Et que je pensais, et vous pensiez que Randy Orton allait remporter le match face à Kane. Eh ben, je m'en rappelle que Kane, il fait un chokeslam de la 3e corde et qui bat directement Randy Orton. Tout simplement. Le match là, moyen, donc 3,20 aussi. Donc c'est tout ce que je peux dire. Après, Santino Marella et Mick Foley qui se font, on va dire, bataille de chaussettes. Un qui a Monsieur Soko et l'autre qui a le Cobra.
Donc ils se font des dingueries quand même. Ah, les GOAT. Et vraiment, ils sont vraiment des GOAT, hein, à force de faire des dingueries et des bêtiseries comme ça. Mais on passe directement au titre intercontinental parce que la plupart, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Et que je sais pas si ce match vous dit quelque chose, mais apparemment c'est là où le Big Show devient pour la première fois intercontinental. Si vous avez vu à cette époque-là, ou alors si vous avez ces DVD comme ça vous dit sûrement quelque chose. Car moi je me rappelle que le Big Show, il y avait une domination, même si Cody Rhodes tentait de mettre à mal le géant ou encore d'esquiver les attaques du géant. Mais ça ne va rien su faire car je me rappelle que le Big Show voulait faire un spear alors que Cody Rhodes faisait un Putty-Fall Disaster Kick. Mais qu'il le fait un spear, donc on va dire qu'il a un peu visé l'entrejambe sous ce coup-ci. Même si Cody Rhodes a voulu se plaindre auprès de l'arbitre, mais voilà, l'arbitre, il ne voit rien venir, faudrait qu'il mette des lunettes. Et après, il se fait KO, il se fait mettre KO par un KO punch. Donc le Big Show, il en a terminé en un seul coup de poing. C'est carrément One Punch Man, hein, le Big Show. Hein. Même si c'est pas Saitama, mais faut dire Saitama, il en termine ses ennemis avec un seul coup de poing. Et le Big Show, c'est soit il en termine avec un ou deux coups de poing. Mais que là, cette fois-ci, il en termine one shot avec un coup de poing. Hein. Donc pour ça, c'est victoire du Big Show qui devient pour la première fois champion intercontinental. Donc oui. Ce match-là, il était pas mal. Il était vraiment pas mal. Je lui mets un 3,5. Voilà. Je lui mets vraiment un 3,5 car j'ai un peu bien aimé. Un peu. C'est de l'ironie, mais à vrai dire, j'ai quand même bien aimé. Le match féminin. Kelly, Maria Menounos. Quoi? Maria Menounos? Je la connais. Je pense pas que c'est Maria Kanellis. Hein. Non, elle était pas là, Maria Kanellis, au moment où elle était partie. Car je crois qu'elle a la Ring of Honor ou qu'elle rencontre Mike. Mais sinon, ça me dit rien du tout. Peut-être que c'est une catcheuse de NXT, mais que je ne sais pas. Contre Beth Phoenix et F Torres. Ouais, que Beth Phoenix, malgré qu'elle était championne des divas, mais que le titre n'est pas en jeu, et que F Torres a récemment fait un heel turn en montrant sa vraie nature, comme quoi c'est une, on va dire, une séduisante créature, ouais, car elle a voulu encore de tromper Zack Ryder parce qu'elle a embrassé John Cena, mais John Cena n'a pas été dupe, il a compris les avances de la jeune femme, donc il a vraiment compris, même si honnêtement John Cena ça le gêne pas de sortir avec une dame, quoi. Il y en a qui rêveraient de sortir avec lui et lui rêverait de sortir avec des femmes. Un peu comme nous. On rêverait de sortir tous avec une femme. Mais c'est pas facile dans la vie. Mais le match, j'ai pas... À vrai dire, c'était pas top. C'était pas top parce que je trouve que... Victoire de Kelly et Maria Menounos, j'ai pas compris quel était l'intérêt de faire gagner. Donc j'ai pas, on va dire, fort accroché. Donc pour moi, le résultat reste la même. Je mets 3,20 parce que c'est victoire de Kelly, Maria Menounos, mais pas top, pas top. Plus sérieux cette fois-ci. End of the era. Oui, la fin d'une ère. Il est marqué dans un Hell in a Cell, avec comme arbitre spécial Shawn Michaels. Donc, Undertaker contre Triple H. Vous connaissez l'issue de ce match? Sûrement. J'ai beaucoup cité sur la chaîne. Donc,
vous saviez qui va remporter. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, si ce n'est que le match était magnifique, il était énorme. J'ai pas grand chose à vous décrire, si ce n'est que ben, il était vraiment très très top. En plus avec l'Undertaker l'année passée en 2011, on va dire ça l'année passée hein, bien sûr, hein. C'est pas l'année passée que ça datait, mais voilà. On va dire que l'année de 2011, lors de WrestleMania 27, malgré que c'était un peu fade, il a failli perdre aux mains face à Triple H, mais qu'il en est quand même sorti en mettant en mal Triple H avec son Hell's Gate, et qu'il a ressenti ben, cette défaite comme un goût, un odeur de défaite. Il a senti ça comme une défaite. Et pour ça, il préfère un minimum le battre clean. Parce que cette fois-ci, pas d'excuses. Il veut le battre clean. Tandis que Triple H, vu comment, un premier temps, il refusait de combattre l'Undertaker, il commence à accepter, parce que l'Undertaker avait provoqué Triple H en disant que qu'il fera jamais mieux que Shawn Michaels, et que parmi lui ou Shawn a toujours été meilleur que lui. Et du coup, ça a provoqué ben, une colère et une haine noire envers l'Undertaker, et qui décide de le réaffronter, mais à une condition dans un Hell in a Cell où ils mettent fin à une ère, tout simplement, quoi. Donc l'Undertaker, ben, il accepte la condition. Shawn Michaels, il accepte d'être l'arbitre invité spécial. Et pourtant, on sait que Shawn Michaels, il n'hésite pas à intervenir pendant les matchs. Vu comment il est capable de retourner la situation et de nous surprendre sans qu'on s'y attende. Et ben là, ça allait sur finisher. Hein. Pedigree, Tombstone Piledriver, Hell's Gate, tout tenter mais rien y faire. Et je me rappelle que Triple H, il a voulu essayer de buter l'Undertaker en le mettant un coup de massue dans le crâne, mais heureusement que Shawn Michaels l'en a empêché, voilà. Et comment dire, ben, ça allait dans tous les sens, même si je sais que l'Undertaker a fait un S-Gate sur Shawn Michaels, mais qui se fait sauver par Triple H. Et que après, si je me rappelle bien, Triple H ne va plus répondre car il va se prendre des coups de chaise dans le dos. Et que c'est là où l'Undertaker, ben, il a pris de la puissance et de la mystique. Et que quand Triple H, il avait la massue dans les mains, il a voulu se jeter, mais l'Undertaker lui a fait signe de non, l'air de dire tu es trop faible, tu pourras peut-être pas encore continuer le coup. Alors il lui donne la massue, il le pousse. Après, quand il se positionne dans le coin, il lui fait le geste de Suck It de DX. Et il se fait allumer avec un coup de massue dans la figure. Donc oui, une balle dans la tête. Et c'est là où l'Undertaker décide de passer ben, à l'ultime... enfin, une fin ultime, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il passe le Tombstone Piledriver et remporte le match. Match vraiment épique. Et comme je le dis dans chaque vidéo, pour la plupart des matchs, foncez, hein, parce que c'est aussi un masterclass. Faut dire, il y a vraiment des matchs vraiment inattendus et incroyables à ne pas manquer. Donc, quand je dis ça, je dis pas pour rien, car je suis un peu minimum sérieux. Et ce match-là, en description. Bon, après qu'on a eu pas mal d'émotions au niveau de tout ce qui s'était passé, ouais, avec le Hell in a Cell, et ben on passe ben, à ceux qui ont été intronisés au Hall of Fame. Donc tous les gens que j'avais cités là. Voilà, au moins, voilà, j'arrive pas à parler correctement. Au moins vous le saviez. Ensuite, Josh Matthews qui interview Florida.
Donc oui, le chanteur Florida. Et qu'il dit qu'il va faire... enfin, il va chanter, pas le thème d'entrée de The Rock, mais il va chanter sa propre chanson pour l'entrée de The Rock. Donc un coup qu'il aura fait son petit freestyle ou sa propre tube de l'été qui sera, on va dire, un tube de l'année. Parce qu'il faut dire, Florida, c'est un sacré gros nom aux États-Unis. Hein. En termes d'artistes, c'est un gros nom. Hein. Donc, il dit qu'il va faire l'entrée de The Rock et qu'aussi, il était fan de catch depuis qu'il est gamin. Et si je crois bien, il se fait interrompre. Je sais pas par qui il se fait interrompre. Mais je crois que Florida le pousse violemment. Je ne sais pas qui. Oh, bon sang. Ah, je ne sais plus qui, malheureusement. Mais bon, passons. Vraiment passons. Donc, Team Teddy contre Team Johnny. Donc, la Team Teddy, ben, c'est équipe composée de Teddy Long. Donc, il y avait Booker T, Kofi Kingston, The Great Khali, R-Truth, Santino Marella, Zack Ryder. Et qu'ils étaient accompagnés par Aksana, F. Torres, Hornswoggle, Nikki... Quoi? Ah non, non, c'est moi qui m'ai trompé. Nikki Bella et justement Teddy Long. Et dans l'équipe Johnny, John Laurinaitis, David Otunga, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Jack Swagger, Mark Henry, Le Miz, accompagné par Brie Bella. Et Vicky Guerrero, justement, qui tenait les drapeaux. Voilà. Donc c'était un match par équipe. Un match équipe de 12 personnes. Ouais, pour déterminer le directeur de General Manager de Raw et SmackDown. Oui, d'accord, compris. Compris d'os. Eh ben, j'ai pas, on va dire, tout cité ce qu'il y avait dans ce match-là. Si ce n'est que ça partait en match basique, changement rapide. Mais il n'y a pas d'élimination. Il n'y a pas d'élimination, malheureusement. Et qu'on pensait peut-être que c'est... l'équipe des Faces qui allait remporter, mais chaque chose a une fin amère, on peut dire ça comme ça, une fin amère, car je crois bien, c'est là où F. Torres trahit son équipe, parce que de toute façon, elle a déjà tourné sa veste, et qu'elle commence à faire gagner l'équipe de Johnny, donc l'équipe de John Laurinaitis, voilà, et qui remporte la victoire. Et après, à la fin, elle donne un coup de pied dans les bijoux de famille de Zack Ryder. Eh ben, quelle garce quand même. C'est vraiment une sale garce. Donc, c'est John Laurinaitis qui dirige Raw et SmackDown. Et qui va former à lui tout seul le People Power. Donc, le pouvoir du peuple. Parce que, à force de parler comme ça, eh ben, je commence à avoir aussi le cancer de la gorge. Non, non, c'est pas drôle. Hein. Si ça se trouve, il a réellement le cancer de la gorge ou alors il a une voix tout simplement très aiguë. Ou alors est-ce qu'il a depuis toujours, depuis le début de sa carrière? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ce match-là, je mets 3,5. Sans plus, je mets 3,5. Encore un match très très sérieux pour le titre de la WWE. CM Punk contre Chris Jericho. Et attendez, il y a une autre stipulation, mais cette fois-ci pour CM Punk. S'il s'était fait disqualifier, eh ben, il perdrait le titre de la WWE. Car quand Chris Jericho est revenu en 2011, eh ben, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce qu'il a changé d'attitude? Est-ce que c'est un nouveau Chris Jericho qu'on a là? Alors oui, vu comment il se promène maintenant en veste, lumineux, n'importe quelle lumière que vous pouvez aborder, eh ben, il se promène avec ça. Et que, au début, il ne parlait pas. Il ne parlait pas du tout, jusqu'à ce qu'on voit un clip qui retrace la moitié de sa carrière et jusqu'à aujourd'hui. Comme le truc le plus étrange,
c'est qu'on voit un clip d'écolier où ouais, on se posait la question, un clip d'écolier, on ne sait pas de quoi, on va dire, ça implique. Vraiment pas. C'est assez, on va dire, étrange et énigmatique à la fois. Et que ben, jusqu'à ce qu'à la fin, on nous dévoile que c'est Chris Jericho. Et que là, il commence à prendre la parole. Et il se met directement en rivalité avec Chris Jericho, enfin avec CM Punk. Pas Chris Jericho avec Chris Jericho, ça c'est n'importe quoi. Mais contre CM Punk. Où je me rappelle qu'il attaquait sur le plan personnel la famille de CM Punk. L'air de dire, ben, son père est un alcoolique, sa sœur est une droguée. Et que pour couronner le tout dans tout ça, eh ben, il a traité de CM Punk de bâtard. Et que CM Punk voulait lui montrer la politesse en disant, tu peux t'attaquer à moi ou ma famille, que ce soit mon père, ma sœur, ma mère, ce que tu veux. Je te démontrerai à WrestleMania 28 et je te battrai. Et après, il y aura pas mal de scènements par la suite, mais ça sera pour une prochaine review. Mais sinon, le match, vraiment très bon. Et c'est un combat de Best in the World. Il n'y a pas aucun doute. C'est un combat de Best in the World. Il nous montre tout ce qu'ils savent faire sur le ring. Car à chaque fois qu'on croyait que CM Punk était cuit, mais il relève l'épaule. Et c'est pareil pour Jericho. On croyait qu'il était cuit, mais il relève son épaule, tout simplement. Combat au finish. Hein. Combat au finish. Et que si je crois bien, il a tenté un JTS, mais que Chris Jericho ben, s'en dégage. Chris Jericho fait un Worlds of Jericho, mais CM Punk ne va pas abandonner. Et quand c'est le Anaconda Vice, ben, Jericho s'en sort. Quand il a voulu faire la descente du coude à la Macho Man, eh ben, Chris Jericho, ben, il lève ses deux genoux pour qu'il se fasse mal au niveau du coude. Il tente un nouveau code breaker, mais ça va rien suffire. Et là, il passe à l'étape supérieure. CM Punk, il arrive à faire abandonner Chris Jericho avec le Anaconda Vice. Et que c'est lui qui remporte le match. Le match en description, je l'ai déjà noté, ça va être dans la description. Ouais, vu comment j'ai déjà cité DVD 3, DVD 1 et maintenant DVD 2, même si j'ai cité la moitié des DVD 2, mais voilà. Donc pour le dernier, pour la route, tout d'abord, ben, Brodus Clay qui fait ambiancer l'univers de la WWE en Floride, donc sur le ring. Il catch pas, mais il monte la sauce, quoi. Donc après des matchs de dingue qu'on a eu lors de ce WrestleMania, vaut mieux faire amuser la galerie. Et que là, on passe au festin. Et que oui, c'est là. Once in a lifetime. Dans un match simple. Entre The Rock face à John Cena. C'est John Cena qui fait son entrée en premier. Et que celui qui fait son introduction, on va dire ça entre guillemets, c'est Machine Gun Kelly. Qui nous dit que... enfin, d'abord il fait son petit freestyle, mais qui nous dit au public de la Floride que John Cena est l'ultime underdog et qui va prouver qu'il peut battre celui qui est déjà au sommet de son art. Et ben on peut dire qu'il est vraiment gonflé. Hein. Machine Gun Kelly, il est vraiment gonflé pour sortir ce genre d'argument. Alors que John Cena, ce n'est pas un ultime underdog. Car si c'était un ultime underdog, eh ben, il n'aurait pas une carrure qu'il a depuis toujours. Hein. Donc c'est absolument trompeur de sa part. Donc il fait son entrée avec sa propre musique habituelle. Voilà, voilà. Et qu'après, ben, c'est au tour de Florida de faire l'introduction de The Rock. Et qu'après, ben, The Rock il fait son entrée. Et là, ben, un public vraiment très chaud. Tout le monde est content de voir leur champion du peuple. Car vraiment, le Rock, c'est aussi une légende, que ce soit en Floride ou n'importe quel
villes et régions qui se pointent, c'est quand même une légende, que ce soit une légende du catch, une légende du cinéma, une légende du sport à part entière. Bref, certains le considèrent comme un dieu, ou certains comme un modèle. Et que après que le match débute, petit point d'observation entre les deux hommes. Donc ils se font un contact, ils se font des contacts. Quand c'est John Cena qui voulait tenter l'avantage, The Rock, il le met à chaque fois au sol, avec des coups de bélier puissants. Et pareil pour Cena, quand il le repousse The Rock. Et franchement, ils essaient de tenter tout, hein, tout pour le tout. Même si, honnêtement, du côté in-ring, du côté de John Cena, ça n'a pas été son point le plus fort. Mais est-ce qu'on peut faire de son mieux? Oui. Mais pas, on va dire, de manière lamentable. Hein. Et que... Attendez. Je sais bien qu'il a fait une lariat à la Stan Hansen, John Cena. Et qu'il a aussi fait une prise de l'ours. Mais ça va un peu calmer le Rock, même si The Rock va se relever. Donc il en faut peu pour battre le Rock avec une prise assez toute bête. Et que je me rappelle, Rock Bottom, John Cena s'en relève. Attitude Adjustment, le Rock s'en relève. Donc John Cena s'en relève du Rock Bottom. Et le Attitude Adjustment, le Rock s'en relève. Sharpshooter de la part de The Rock. John Cena ne va pas abandonner. STF de la part de John Cena, mais The Rock ne va pas abandonner. Et à un moment donné, je me suis dit, John Cena, il est en train de se faire passer pour le heel dans cette rivalité. Et dans ce match également. Donc il est en train de se faire passer pour un heel. Même si j'avais appris, il y avait pas mal de temps, vraiment pas mal de temps. Pas cette année-ci, hein, mais bien avant que je me lance sur YouTube. Qu'en vérité, il voulait faire un heel turn sur The Rock. Car pour lui, faire un heel turn sur le Rock, ça pourrait être bénéfique. Mais que le rôle de face va l'envahir toujours jusqu'au début de sa carrière, quoi. Enfin, au début où il a commencé à monter aux puissances. Hein. Ouais, vu comment il narguait aussi The Rock en le faisant le People's Elbow. Et que The Rock fait justement le People's Elbow sur John Cena, mais ça va pas tenter avec succès, la victoire. Et que John Cena, il a fait une pire erreur. C'est en lançant son brassard brassard de biceps, on va dire ça comme ça. En lançant dans le public, en se moquant des gestes de The Rock en faisant le People's Elbow, mais qui sera contré par un Rock Bottom. Et c'est victoire justement de The Rock. Tout simplement. Donc on ne peut pas le douguer de cette manière, c'est victoire de The Rock. Point barre. Et que ce match-là, en description également. Et que ça s'achève tout sur WrestleMania 28, que j'ai assez tout dit. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette review. Peut-être que vous avez bien aimé ou pas, ça dépendra de vos goûts. Mais voilà, donc j'ai quand même bien apprécié. Pour ce qui est les matchs, les bonus, les scènements promo, un peu d'interview aussi, l'ensemble, 4,80. Je mets un 4,80 car c'est aussi un très très bon show. Et qu'après on se rappelle le lendemain de WrestleMania, le retour, l'incroyable retour de Brock Lesnar. Oui, l'incroyable retour de Brock Lesnar. Et que je tease celui-là car ce sera pour une prochaine review. Donc voilà, je vous le montre directement, ce sera pour une prochaine review. Voilà. Donc c'était tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette review et vidéo vous a vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.